messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Suite à leur mouvement d'humeur d'hier, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis observent une grève de 72 heures. Ils exigent le paiement de leurs bourses et de meilleures conditions de travail. Ras-le-bol des ex-travailleurs de la mairie de Kaolack, ils sont sans emploi depuis 4 mois. L'affaire portée devant la justice, le tribunal du travail a tranché en leur faveur. Ils demandent ainsi à être rétablis dans leurs droits. Affaire des 42 élèves officiers suspendus à cause d'un différend avec la direction de l'école de police. Leur sort est entre les mains du ministre de l'Intérieur. Selon le directeur de la police, le directeur général de la police, Omar Mal, soutient qu'Abdoulaye Daouda Diallo a reçu le rapport d'enquête et que lui seul peut décider de leur réintégration ou pas. Diplomatie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est à Dakar. Avec son homologue sénégalais, ils ont fait le point sur plusieurs dossiers. Climat, développement, économie et sécurité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le Code de la presse adopté à l'unanimité en commission du projet de loi numéro 14-2017 portant Code de la presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Maïmouna Ndiaye. Après une chaude soirée hier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont décrété une grève de 72 heures. Ils réclament le paiement de leurs bourses et de meilleures conditions de travail. L'un d'eux, Mamadou Amadou Ndiaye, est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop, Abibsek. Il y a 4 de nos camarades qui sont encore arrêtés et qui risquent, 5 de nos camarades, 5, merci camarades, qui risquent de passer la nuit encore à la gendarmerie. Et en ce moment, si on ne les libère pas dès demain, on va redescendre sur la nationale et on va foutre le bordel. Parce que la place de l'étudiant, c'est dans les amphithéâtres. La place de l'étudiant, ce n'est pas à la gendarmerie. La place de l'étudiant, ce n'est pas au commissariat. La place de l'étudiant, ce n'est pas au tribunal. La place de l'étudiant, c'est ici. L'étudiant doit apprendre. Nous sommes les cadres de demain. Il y a des camarades qui devaient percevoir leur bourse à cause d'erreurs techniques indépendantes de leur volonté. Ces camarades sont condamnés à vivre sans bourse alors qu'ils ne sont même pas fautifs. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année jusqu'à présent, des réclamations ont été faites et ces camarades ne parviennent toujours pas à rentrer en position de leur dû. Nous exigeons à l'État du Sénégal le respect de l'engagement de payer les bourses avant le 5 de chaque mois. Et c'est un appel que nous allons lancer. À partir d'aujourd'hui, si on ne perçoit pas nos bourses avant le 5, on va nous entendre. Parce qu'il faut que l'opinion sénégalaise sache qu'en ce moment, ça ne va pas au niveau des universités sénégalaises. Et c'est à cause de ces autorités incompétentes qui se permettent véritablement de tout faire et de dire que l'enseignement supérieur se porte bien. Affaire du collégien tué par son camarade, l'IF de Kermassar, où s'est déroulé le drame, brise le silence. Une note de service exigeant la fouille des sacs des élèves est sortie. Une campagne de sensibilisation est par ailleurs en vue. Les propos de Djouley Kassi sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue dakaroise, Salif Sow, Asmalik Diop. C'est avant-hier, c'est un fait tragique survenu à l'issue d'une bagarre entre 2 élèves. Donc une fait tragique qui a occasionné pratiquement mort d'homme. Et c'est un fait très regrettable. Ça nous a obligés aussi de revenir sur la discipline dans nos établissements. D'ailleurs, à ce titre, j'ai sorti une note de service interdisant le port d'armes dans les établissements scolaires, dans les écoles. Par arme, tout objet tranchant, assimilé à des armes, les armes factices, ou les jouets qui peuvent aussi blesser les élèves. Qu'on veille davantage sur la discipline, que les surveillants, les chefs d'établissement, de même que les directeurs d'école soient beaucoup plus vigilants à ce que dans les règlements intérieurs des écoles, les gouvernements scolaires, les lois régissant ces gouvernements scolaires, de même qu'au niveau de l'union des CGE, que tous les acteurs prennent part pour une campagne de sensibilisation en masse, un travail collectif axé sur l'information, la sensibilisation des élèves pour qu'un pareil fait ne puisse plus jamais se produire dans nos écoles. Nous restons dans la banlieue dakaroise. Dans cette partie de la capitale, les écoles cohabitent avec les salles de jeux et autres cantines de vente de boissons alcoolisées, une source d'insécurité qui inquiète les acteurs du secteur. Plus de détails avec notre correspondant, toujours dans la banlieue, Salif Sow.
L'environnement immédiat des écoles de la banlieue, une réelle équation, une faute à corriger. Début de boisson moom yàgg na ci biir Guédiawaye dafa rawatina aux alentours du lycée banque islamique xale yi ci boppam ku ñu ci mën a dimbale ba nga xam ne boisson yi moom duñu dugg ci biir lycée bi ndax yi dañu bëgg son avenir yi doom bu ëllëgee mu doon lu rafet. Salle de jeu yi problème la, ça pose problème. Après le diagnostic, les acteurs du secteur de l'éducation ont dit ça suffit. Les autorités administratives en collaboration avec les maires et autres inspecteurs d'académie de la banlieue de Dakar ont fait un lot de recommandations. C'était lors du CDD conjoint portant sur l'organisation des examens de fin d'année. Seyni Wade, l'IA de Pikine Guédiawaye, la première académie en termes de candidats au Sénégal. Ils sont 70 000. L'introduction de la drogue au niveau de notre établissement, les délits, pour ne pas dire les crimes enregistrés au niveau aujourd'hui de la banlieue montrent qu'il y a urgence aujourd'hui de prendre des mesures adéquates pour freiner ce fléau. Il faut une grande campagne de sensibilisation en direction d'abord des parents, en direction des élèves, parce qu'on ne peut pas tolérer que des élèves viennent en classe avec des armes blanches ou bien des instruments susceptibles de pouvoir blesser. Sur ce plan-là, nous devrons être quand même très fermes. Que les charretiers commencent également à venir s'installer. On ne dit rien et on attendra jusqu'à ce que véritablement ça dépasse des proportions raisonnables pour crier. Les défis sont nombreux. Côté défauts, pièces d'état civil, une centaine de cas sont enregistrés. Une forte baisse comparée aux années précédentes, c'est félicité l'IA de la banlieue. Salif Sow, merci. Je vous le disais dans les titres, les ex-travailleurs de la mairie de Kaolack à bout de nerfs, licenciés il y a 4 mois. Ils avaient porté l'affaire en justice et le tribunal du travail leur a donné raison. Ces victimes menacent d'observer une grève de la faim s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits. C'est une correspondance d'Ibrahim Djamé. Revendications et des dénonciations. Ces travailleurs licenciés il y a 4 mois ont tenu un sit-in devant l'institution municipale pour réclamer leur réintégration. Nous avons notre droit, nous le savons bien. Nous savons bien que nous sommes des permanents. Nous avons besoin d'être régularisés. Nous ne sommes plus des journaliers. Wow. À notre grande surprise, ils ont fait un recrutement abusif et ils nous ont acceptés, ils nous ont jetés dans la rue. Au nombre de 40, parmi lesquels des techniciens de surface, des aides infirmières, entre autres, ces travailleurs qui disent être victimes d'un licenciement abusif avaient porté cette affaire en justice et selon eux, l'inspection du travail leur a donné raison. On a fait un recrutement abusif sans nous prendre, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes dans un pays de droit. On est allé vers le tribunal de travail, n'est-ce pas, pour réclamer nos droits. Le tribunal de travail nous a donné la verdict. Eux, ils savent que d'ici l'Antiquité, s'ils suivent ce dossier, ils seront fatals. Parce que nous sommes dans nos droits. Mais ils ont choisi de faire un appel pour nous retarder. À la guerre comme à la guerre, c'est le nouveau mot d'ordre de ces ex-travailleurs de la mairie qui disent être prêts à croiser le fer avec Madame le maire Maria Massar et non moins tête de liste départementale. On est prêt à tout faire, à faire des grèves de la faim et tout autre. On a envisagé d'ici quelques temps de faire un très grand mouvement, une marche exceptionnelle. Mais ça, c'est un lancement. Le reste, on le garde. On a su que c'est elle-même qui est fait tête de liste au niveau du département de Kaolack. Donc, elle devait penser de massifier les militants, mais pas de les diviser. Nous sommes nombreux, plus de 40 personnes. Et on habite dans de différents quartiers ici à Kaolack. Nous pouvons lutter contre elle et ça sera fatal pour elle. La discorde entre la mairie et ses ex-travailleurs avait commencé par des arriérés de paiement qu'ils réclamaient, des dus que la municipalité leur avait payés intégralement avant de les remercier par la suite après que l'affaire a atterri en justice. Le directeur général de la police nationale évoque pour la première fois l'affaire de la 44e promotion des élèves officiers et commissaires suspendus à cause d'un différend avec la direction de l'école de police. Selon Omar Mal, l'avenir de ces élèves est entre les mains du ministre de l'Intérieur qui a reçu le rapport d'enquête de la direction de l'inspection des services de sécurité. Reportage Chérif Dia, Younous Diatta.
Le sort des élèves, officiers et commissaires de la 44e promotion de la police entre les mains du ministre de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo a reçu le rapport de la division de l'inspection des services de sécurité chargée d'enquêter sur le différend entre l'école de police et ses pensionnaires. Quand l'affaire a éclaté au niveau de l'école nationale de police pour des raisons d'objectivité et de transparence, il a été ouvert une enquête commanditée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, confiée donc à la direction de l'inspection des services de sécurité. Parce qu'il s'agissait de donc deux parties en présence. Il y a l'encadrement de l'école d'une part et les élèves cadres de l'autre. Donc à l'issue de l'enquête, donc les conclusions ont été livrées à l'autorité et en compétence de nomination, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On attend maintenant la décision finale qu'il va prendre. Le directeur général de la police nationale qui se prononce pour la première fois sur cette affaire précise que ces élèves officiers et commissaires ne sont pas radiés mais sont juste suspendus. Au terme donc de l'incident, ils ont été mis à la disposition de la direction des personnels. Donc ils sont gérés par la direction des personnels. Ils ne sont pas encore exclus de l'école. La 44e promotion de l'école de police compte environ 40 élèves officiers et commissaires professionnels. Ils n'auraient pas apprécié le traitement subi au cours de leur formation, communément appelé bijoutage. Chérif Dia, le patron de la police, s'exprimait ce matin en marge de la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à la division spéciale de lutte contre la cybersécurité, une entité de la police bien équipée pour lutter contre le terrorisme. Omar Mal révèle qu'une cinquantaine de personnes en lien avec le terrorisme a été interpellée et envoyée en prison ces derniers temps. Nous l'écoutons toujours. Vous m'avez demandé tout à l'heure quel est le sens qu'on peut retenir ou bien quel est le niveau de coopération entre le Sénégal et la France. Ce niveau également est assez élevé. Parce que non seulement vous avez vu l'investissement qui a été fait pour l'acquisition de matériel, mais il y a également un autre investissement qui est attendu dans l'ordre de 35 000 €. Ce qui nous permettra justement de réussir nos missions. Mais pour les réussir, encore une fois, j'en appelle à l'implication de tous les Sénégalais et de tous les étrangers qui vivent au Sénégal. C'est une question qui intéresse tout le monde. Parce que le terrorisme n'a pas d'yeux, le terrorisme n'a pas d'oreille. Il est aveugle en tout, il est frappé de cécité en tout. Pour frapper, il frappe sans distinction. Vous êtes prêt à y faire face? Absolument. Aujourd'hui, ça, ce n'est qu'un pas qui a été franchi et qui s'ajoute, un autre pas qui a été franchi, qui s'ajoute donc au dispositif de lutte dans lequel nous sommes impliqués depuis longtemps. Et le présentateur tout à l'heure vous a parlé donc de l'interpellation d'une cinquantaine d'individus supposés terroristes et qui sont actuellement entre les mains de la justice du Sénégal. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à lutter farouchement contre le phénomène terroriste. Nous restons avec cette visite de Jean-Yves Le Drian au Sénégal, visite qui va renforcer les liens entre le Sénégal et la France, des relations au beau fixe de la vie du ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye avec son homologue français. Ils ont échangé sur les conflits dans la sous-région. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté Ibou Cissé. Les relations entre le Sénégal et la France sont au beau fixe. Pour les deux ministres en charge des Affaires étrangères, un consensus fort est noté entre ces deux États et sur tous les plans. Et puis l'engagement de continuer à travailler ensemble pour approfondir, consolider et élargir les relations de coopération entre la France et le Sénégal, des relations qui sont déjà excellentes, mais avec de nouvelles perspectives. Les relations sont fortes, au plan politique comme au plan diplomatique. Le Sénégal, vous le savez, la France, vous le savez, est le premier partenaire diplomatique du Sénégal. Nous avons parlé d'économie, de diplomatie, de politique, de commerce. Comment renforcer les relations économiques? Comment faire en sorte que les nouvelles perspectives de développement qui s'ouvrent pour le Sénégal
C'est la démonstration très concrète de la force et de l'attachement de nos deux pays qui sont des partenaires essentiels, mais nos relations sont au beau fixe. D'ailleurs, pour un premier déplacement en Afrique, après sa nomination, Jean-Yves Le Drian a magnifié les investissements de la France au Sénégal. Vous le savez, la France est le premier investisseur au Sénégal avec un stock d'investissement direct étranger de plus de 2 milliards d'euros en 2015. Ces investissements, ce sont près de 15 000 emplois au Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Et c'est notre contribution à la croissance de ce pays ami et cher à nos cœurs. La situation de risque d'instabilité en Gambie préoccupe les deux pays, comme aussi ceux de la sous-région. Et ils comptent dans ce cas unir leurs forces pour parer à toute éventualité. Également en Gambie, où la France également s'engage à assister la Gambie pour la réforme de son secteur de défense. Gambie où les menaces également de déstabilisation sont réelles. Et nous nous engageons à travailler ensemble pour aider le nouveau régime gambien à se stabiliser. Nous avions convenu à ce moment-là de mettre à sa disposition des moyens d'accompagnement pour reformer ces forces de sécurité. Aussi, la France et le Sénégal veulent mettre leur coopération au profit de la jeunesse et des forces vives. Fatou Bintou Konté, merci. Politique à présent, Khalifa Sall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, est jusque-là en détention préventive. Pourra-t-il exercer ses droits civiques et politiques? Pour le professeur de droit Iba Barry Camara, il y a un vide juridique là-dessus. Le spécialiste de droit d'ajouter que pour qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire, la caution à elle seule ne suffit pas. Alassane Ba et Younous Diatta l'ont rencontré. Une situation inédite. L'affaire Khalifa Sall, contestation, argument entre les avocats du maire de Dakar et ceux de l'État sur la libération possible du maire. Le juriste lève un coin du voile. Du point de vue du droit, on dit que dans sa situation à lui et par rapport aux charges qui pèsent donc sur lui, eh bien, il ne peut bénéficier de liberté provisoire que si et seulement si il a cautionné. Les contestations sérieuses, je fais remarquer, et je crois savoir que c'est sur ce terrain-là que se situent donc les défenseurs donc, de M. Khalifa Sall. Là, il faudrait préciser que le caractère sérieux d'une contestation relève de l'appréciation souveraine donc, du juge. Les avocats peuvent estimer que les contestations soulevées peuvent être sérieuses, mais présenté devant le juge peut considérer que ça n'a aucun caractère sérieux. En détention préventive, la tête de liste Manko Taxawu Sénégal est présumé innocent jusque-là. Investi, comment va-t-il battre campagne et comment voter? Mais imaginez la situation d'une personne qui est emprisonnée alors que cette personne est déjà inscrite sur les listes électorales. Cette personne-là, au moment, lorsque cette personne est condamnée, est-ce qu'on peut lui autoriser donc, de sortir pour aller voter? Non. Mais en détention préventive quand même. C'est ça le problème. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que c'est un vide juridique, en fait, comme qui dirait. Maintenant, comment le procureur, le juge peut admettre cela, le faire, comment dire, lui donner l'autorisation juste d'aller voter et de revenir. Que fait-on d'une telle notion, la présomption d'innocence? Parce qu'aujourd'hui, s'il est toujours en fait en prison, on considère que ses droits politiques et civiques sont suspendus. C'est-à-dire, on le considère comme étant déjà condamné. C'est pourquoi il faudrait revoir donc les textes. Un candidat aux élections ne peut faire l'objet de poursuites, selon les avocats du maire de Dakar, qui rappellent que Khalifa Sall est électeur et éligible. L'hivernage s'installe petit à petit dans certaines localités. Les prévisions météorologiques sont bonnes selon l'ANACIM. En atelier à Dakar, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a tout de même signalé que l'abondance des pluies sera marquée par le déficit de pluie par endroit. Compte rendu de cette rencontre avec Mam Biram Diouf et à la caméra Ababacar Kamara. Le partage de données en termes de prévisions pour bien passer l'hivernage touche des secteurs aussi variés que sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, entre autres. Pour une bonne saison agricole, il faut ainsi prendre les devants. Déjà, le profil de l'hivernage 2017 dessiné, le démarrage précoce a été noté. Déjà au mois de mai, on pensait à une année plutôt humide,
Ça s'est précisé légèrement en ce début juin et ça se précisera un peu plus vers la fin du mois. Et donc on continuera à faire des mises à jour tout au long de la saison. Et donc d'ici fin juin, début juillet, ce sera un peu plus clair pour nous. Cela n'exclut pas que l'on ait des zones où la précipitation serait normale et même des poches déficitaires par endroit. Ce qui impacte forcément sur le climat, la température. Cette fraîcheur va limiter la convection. Donc il nous faut une bonne chaleur, des températures assez élevées pour qu'on ait de l'évaporation et la formation de la convection. Et donc pour cette zone nord, il faudra un peu de temps avant que l'hivernage s'installe. Ce qui s'est passé au sud, ça s'est bien installé, mais avec les températures assez fraîches, on assiste à une pause pluviométrique et ça devra reprendre dans quelques semaines. Les agriculteurs, pour ce qui est des semis, devront ainsi être mieux outillés et l'information météorologique mise à leur disposition pour faire face à d'éventuelles disparités dans la répartition des pluies et autres aléas climatiques. Ça se fait d'une région à une autre. On ne fait pas d'une manière générale pour le Sénégal. Et donc c'est étudié et chaque zone a sa date optimale de semis. Et tout cela, on va revoir ça en détail avec les groupes de travail. Cet atelier entre spécialistes et partenaires financiers qui se tient suite au 4e forum à Accra du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement sera mieux vulgarisé à travers plusieurs plateformes. Mambiram Diouf, merci. L'État du Sénégal, le gouvernement indien et le groupe Amar Holding ont lancé officiellement les travaux d'un projet agricole de 20 000 hectares dans la vallée du fleuve. 500 tracteurs destinés aux producteurs des régions nord sont aussi attendus. Pour les acteurs, c'est un pas de plus pour atteindre l'autosuffisance en riz. C'est un reportage de Ousseynou Diop Abusek. Le gouvernement du Sénégal, l'Inde et le groupe Amar Holding ont lancé officiellement les travaux du projet indien dans la vallée du fleuve. L'objectif est d'aménager 20 000 hectares et équiper les producteurs dans la région nord pour contribuer à atteindre l'autosuffisance en riz. Ça va contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz, qui est l'un des programmes phares en tout cas, du président de la République, qui a été fixé pour cette année-ci, cette année 2017. L'aménagement et l'équipement de 20 000 hectares. Donc il y a une forte attente des populations bénéficiaires. Le groupe Amar Holding aura un rôle essentiel à jouer dans ce programme sénégalo-indien. Le représentant espère à terme atteindre les objectifs du gouvernement. 500 tracteurs et des moissonneuses-batteuses sont attendus dans la vallée du fleuve. Cette première phase de 20 000 hectares, il y a 15 000 qui concernent le volet risicole, donc 5 000 dans les autres spéculations, donc ce qu'on appelle les zones polycoles. Il y a 500 tracteurs qui sont déjà arrivés, que peut-être vous aurez l'occasion de voir. Il y aura une inauguration, il y a des moissonneuses batteuses et justement il y a des unités de décortiquage, ce qu'on appelle le décortiquage du riz, aux dernières normes avec le Soitex. Vraiment c'est des unités toutes neuves qui vont apporter un plus. Les partenaires et les bénéficiaires comptent réunir leurs forces pour aider le gouvernement sénégalais à réaliser ses objectifs à travers ce projet. Ce programme est très important pour les producteurs de riz. Nous encourageons l'État du Sénégal et le gouvernement indien. Rien que le riz, l'aménagement de 75 000 hectares est attendu dans la vallée du fleuve Sénégal avec un rendement estimé à plus d'1 million de tonnes de paddy. Le groupe Amar Holding, l'État sénégalais et le gouvernement indien comptent assurer l'autosuffisance en riz cette année. Ousseynou Diop, merci. Direction Ngaye Mékhé. Les populations estiment que leur localité est oubliée. C'était à l'occasion d'une conférence sur les valeurs cardinales du Cayor, conférence organisée par le professeur Laman Bey. C'est une correspondance de Cheikh Anta Diop Seylatir. Responsables politiques et intellectuels de Ngaye Mékhé donnent de la voix. Ils s'insurgent contre le fait que depuis l'indépendance, qu'un fils de la localité n'ait jamais occupé un poste de ministre. Alun Badiane ou fonctionnaire de l'ONU Habitat, un natif de Mékhé. Je crois que Ngaye Mékhé est connu effectivement pour avoir la plus forte densité intellectuelle du Sénégal sur 2,5 km². Il n'y a pas une seule maison dans laquelle il n'y a pas un bachelier, il n'y a pas un thésard, il n'y a pas un doctorant. Et combien de Mécois sont dans les organisations internationales, mais au niveau du Sénégal, l'État nous a ignorés. De Abdou Diouf, de Senghor jusqu'à présent,
il n'y a pas eu un ministre qui vient de cette ville. Et je crois que c'est un complot historique. Je m'excuse de le dire, je n'en ai pas les preuves, mais je crois qu'il y a un complot historique contre Ngaye Mékhé parce que nous sommes simplement des Kayoriens, parce que nous avons des valeurs et des principes. Le professeur Lamane Mbaye, historien-chercheur, un fils de Mékhé, confirme cette thèse. Pour lui, Ngaye Mékhé mérite d'être considéré, vu le rôle important qu'il joue dans l'économie du pays. En dehors de Abdoul Aziz Ndaw et en dehors de Amadou Cissé Dia, Mékhé n'a pas connu véritablement de personnalité nommée. C'est quelque chose à corriger parce que c'est des gens qui ont joué un rôle très important. Ne serait-ce que regardez par exemple au niveau du cuir, du travail du cuir. Ils ont eu à habiller l'ensemble, n'est-ce pas, tout simplement des princes et des rois. Ils ont joué un rôle très important dans la cordonnerie. Mékhé, la capitale du cuir, le label Dallo Ngaye fait le tour du monde. Les artisans présents à cette rencontre veulent l'intervention des pouvoirs publics pour redynamiser le secteur de l'artisanat. GFM Entertainment, en partenariat avec la société Rascom, organise du 29 juin au 1er juillet un salon de l'habitat avec comme thème la place de l'habitat social dans le plan Sénégal émergent. Quand on sait qu'au Sénégal, le marché foncier immobilier est caractérisé par une forte demande. Écoutons à ce propos Charles Faye et Diène Basseydouba. Ils sont au micro de Fatou Bintou Conté. Alors, il faut dire que le salon, c'est un partenaire Rascom qui est venu nous voir pour que nous soyons son partenaire stratégique. Et ce que nous avons accepté de faire. Alors, assez important quand on sait aujourd'hui que le Sénégal, c'est quand même 300 000 logements. Un projet comme celui-là, global, avec peut-être entre 10 et 15 000 logements à construire par an. C'est un véritable problème pour les Sénégalais, c'est un problème pour le gouvernement. Et comme le groupe aujourd'hui, par rapport justement à son ambition qui est d'aller au-delà de son domaine de compétences que l'on connaissait jusqu'à aujourd'hui, d'être un acteur du développement, nous avons décidé, bien entendu, de suivre ce projet et de dire pourquoi pas devenir cette plateforme qui offrirait une certaine visibilité aussi bien aux acteurs, les professionnels du secteur social, aux professionnels du secteur financier, aussi bien aussi à l'État qu'au public. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils nous posaient beaucoup de questions sur comment accéder à l'immobilier, comment accéder au foncier. Donc c'est une réponse à toutes ces questions qu'on nous posait via Facebook, avec des messages via Internet, avec les emails et tout. Donc on a voulu un peu créer cette plateforme pour permettre aux Sénégalais de pouvoir accéder à l'information immobilière, mais foncier, mais aussi permettre aux promoteurs de pouvoir présenter leurs projets, de pouvoir également, disons, exposer un peu ce qu'ils veulent faire en matière d'immobilier. Ce salon-là, qui est fait en partenariat avec Rascom, aura lieu du 29 juin au 1er juillet à la place de l'Indépendance, avec des panels qui vont aussi avoir lieu à la Chambre de commerce. En tout cas, les démarches ont été faites dans ce sens-là. Et nous attendons plus d'une vingtaine, voire une trentaine d'exposants qui viendront parler justement du secteur de l'habitat. Et il sera beaucoup question aussi de notre thème qui est, parce que ce salon est placé sous le thème de l'habitat social, qui est très mal perçu au Sénégal, parce qu'entre griffes, quand on dit habitat social, les gens estiment que bon voilà, c'est le dernier, alors que tout simplement il s'agit d'accompagner les populations sénégalaises et tout cela qui peuvent aujourd'hui avoir les moyens de contracter des prêts auprès des banques et de se retrouver avec un habitat, parce que l'essentiel pour certains et pour beaucoup même au Sénégal, c'est d'avoir ce logis où on a pris à paix. Parlons culture avant de boucler cette édition avec le 10e anniversaire de la mort du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. Cet événement a occupé une place de choix lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Une décision importante a été prise par le chef de l'État. Il s'agit de la conservation de ses œuvres. Pour le journaliste culturel Aliou Diop, l'initiative du chef de l'État est noble. C'est un reportage de Cheikh Tidiane Dione. Saluer le patriotisme exemplaire d'Ousmane Sembène, le talent de l'artiste et son engagement 10 ans après sa disparition, l'initiative du chef de l'État est jugée noble. Nous sommes, disons, en face d'un homme qui a marqué son époque, qui a marqué les arts et la culture contemporaine en Afrique. Un homme qu'il ne faut pas oublier, un homme qu'il faut continuer à valoriser, faire de Sembène un repère, une référence, surtout pour les générations à venir.
Il est demandé au gouvernement d'engager toutes les diligences requises pour assurer une bonne conservation des œuvres de l'icône du cinéma africain. Si on place le legs de Sembène au patrimoine national, ça veut dire qu'il y a un travail que l'État veut faire, surtout pour inciter les jeunes, pour suivre ses traces, faire de sa maison ou de ses bureaux un lieu de mémoire. Vous imaginez la chambre de l'hôtel qu'il occupait, l'hôtel Azalaï, on a fait un musée maintenant. Des avenues qui portent le nom de Sembène, sans oublier le parrainage pour parler des prix et trophées cinématographiques qui portent le nom de Ousmane Sembène. Donc le legs de Sembène, on doit s'en approprier. Le Conseil des ministres du 13 juin a été une tribune pour le chef de l'État pour magnifier les réalisations d'Ousmane Sembène à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Tout de suite, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit Sadio Gueye, directeur général de MLG. Antoine, bonsoir.